Maman, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Magicien déjà des enfants. Crois-nous saper. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 qui aura mis du temps à venir, c'est vrai. Et comme je n'ai pas envie d'expliquer pourquoi, voici une liste d'excuses bidons dans laquelle vous pourrez piocher celle qui vous convient le mieux. Mais avant de parler des super-héros, revenons dans le temps pour parler de leurs origines. Dès l'Antiquité, on retrouve des récits narrant les exploits de puissants demi-dieux ou d'humains hors normes. Mais ces personnages, aussi puissants soient-ils, ne dédient pas encore leur vie à combattre le crime et les forces du mal. La figure du justicier défiant la loi pour faire régner la justice apparaîtra durant le Moyen-Âge avec notamment Robin des Bois. C'est ce second type de héros que l'on retrouvera dans les comics des années 30, aux côtés de récits d'horreur et d'aventure. Sans être encore des super-héros, certains d'entre eux possèdent des caractéristiques qui leur seront associées, des super-pouvoirs, ou encore des collants du plus viril effet. Et en 1938, arrive le premier vrai super-héros de l'histoire, Superman. Le personnage lancera la mode et les super-héros pousseront comme des champignons. Ils seront très tôt adaptés en feuilleton radiophonique et en céréales pour le cinéma. Ces céréales disparaîtront pour laisser place à des séries télévisées, comme les aventures du Superman ou la série télévisée Batman. C'est en 1978 que les super-héros font leur grand retour au cinéma avec Superman, qui sera non seulement une réussite critique et commerciale, mais lancera une vague d'adaptation dans les années 80. Cette vague se poursuivra dans les années 90, avec notamment des adaptations de comics plus sombres et violentes, produites par des studios indépendants. Avec les années 2000, de nouvelles licences apparaissent, comme X-Men ou Spider-Man. À côté de ces sagas, on retrouve des adaptations de comics plus courts, ainsi que des films qui ne sont pas tirés de licences préexistantes. Certains films couplent même les super-héros avec d'autres genres, comme la parodie. T'as l'air d'un vrai super-héros, merde. Ah, j'adore le masque. Comment t'arrives à respirer là-dedans? Oh, c'est quoi ce drôle de... ou la comédie romantique. Il ne faut pas non plus oublier les très nombreux films d'animation, qui adaptent généralement un arc narratif et sont certainement les œuvres les plus proches des comics. On notera que dans tous ces films, il y en a très peu qui parlent de super-héroïnes. À part une Catwoman sadomaso, une Elektra sans scénario et une Supergirl sans cerveau, bref, pour le moment, elles semblent condamnées à être des seconds rôles ou des paires de seins auprès de leurs homologues masculins. Mais il y a certainement une question que vous devez vous poser. Non, pas celle-là. Je veux parler de la raison pour laquelle il y a tant d'adaptations de comics. Eh bien, outre le fait que les comics ont gagné en popularité dans le monde, c'est leur structure même qui intéresse les producteurs. En effet, tous les super-héros évoluent dans un univers commun selon leur maison d'édition. Adapter un univers comme cela est donc intéressant, puisqu'il permet aux studios de faire des films différents, mais reliés entre eux, ce qui incite le spectateur à tous les voir. L'univers cinématographique le plus avancé étant certainement celui de Marvel, bien que DC soit très présent au niveau série TV. Ce système possède quelques défauts. La qualité des films est assez inégale, et ils ont tous plus ou moins le même ton pour être rassemblés dans les crossovers. De plus, si on regarde le calendrier des sorties, on pourrait se demander s'il n'y aura pas une overdose d'ici là. Évidemment, plus le nombre de films augmente,
plus il y a de risques d'incohérence entre eux. A ce titre, Marvel s'en sort bien, à l'opposé de la saga X-Men qui croule sous les incohérences. Une autre caractéristique des films de comics est certainement le fanservice. Très présent car il permet de faire plaisir aux fans, il est parfois mal utilisé et perturbe la vision du film, du moins pour ceux qui ne lisent pas les comics. Évidemment, ces défauts ne sont que des détails. L'univers des comics est quelque chose de vaste, de très compliqué, et les personnages qui y vivent sont en constante évolution. Revenons sur les films Batman, qui sont un bon exemple de la situation. Beaucoup de gens se moquent du film de 1966. Pourtant, il n'est pas si loin du Batman de l'époque, un Batman souriant et moins sombre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Quand sort le Batman de Tim Burton, en 1989, le héros est réellement devenu le personnage sombre qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'adaptation nous semble donc plus fidèle, malgré l'énorme influence de Burton au niveau de l'esthétique. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Et puis arrivent les adaptations de Schumacher en 1995, que beaucoup de monde déteste, et que j'avoue avoir du mal à apprécier. Mais pour les personnes n'ayant pas vu les films de Burton, lu les comics ou regardé la série animée, ces films sont loin d'être horribles. Leur problème est qu'ils essayent de mélanger le côté sombre du Batman moderne avec l'humour des années 60. Ce qui marche pour quelqu'un qui ne connaît pas Batman, mais pour les autres, il s'agit d'un meurtre pur et simple du personnage. Mais je vous trouve juste un peu démodé à mon goût. Nous retrouvons la même césure chez les spectateurs avec la trilogie de Nolan, qui pose un regard réaliste sur le personnage. Ce qui donne de bons films, mais en tant qu'adaptation, il faut l'avouer, c'est très moyen. Surtout le troisième, qui chie à la gueule de bon nombre de personnages. Nous avons donc eu droit à différentes visions de Batman, et Ben Affleck en sera une nouvelle. Quelle est la meilleure? Quelle est la pire? C'est à vous de le décider. Cependant, tous ces films ont le mérite d'essayer de proposer des visions du personnage différentes de celles des comics, tout en se basant sur eux. Cela dit, il est difficile de se détacher de l'image que l'on a d'un personnage. Le meilleur exemple est sans doute le personnage de Wade Wilson, alias Deadpool, qui apparaît dans X-Men Origins. Alors oui, ce film est incohérent et bourré de défauts, comme un bodybuilder est bourré d'anabolisants. Mais remettons notre dégoût en question. Premièrement, le personnage s'est fait descendre car il n'était pas fidèle au Deadpool des comics, bien qu'il en possédait certains traits de caractère. Mais si l'on réfléchit, il n'était pas censé être Deadpool, mais bien Wade Wilson, l'homme qui va devenir Deadpool. Il ne pouvait donc pas en avoir toutes les caractéristiques. Et de manière générale, le film a été fort critiqué car il a eu l'audace de proposer de nouvelles versions des personnages que nous connaissons. Et bien qu'il se soit royalement planté, il faut au moins lui laisser ça. Car aucune adaptation ne sera totalement fidèle à une œuvre. C'est pour cela qu'on parle d'adaptation et non de copie conforme. Alors gardez l'esprit ouvert, voyez plutôt ces films comme des univers parallèles, et prenez-les pour ce qu'ils sont et non ce qu'ils auraient pu être. Bon, évidemment, il ne faut pas non plus tout pardonner. Et quel que soit votre avis, merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la page Facebook, mais aussi de commenter et d'aimer votre prochain.